Allez, on retrouve nos invités pour la suite du débat. Comme Valentin Mayaba, nous avons également Justin Badjaliwa. Alors, on a été rejoint sur ce plateau par le doyen Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre. Doyen, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, Michel. Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau et aussi tous ceux qui nous suivent de partout, notamment en Ukraine. Allez, on parlait du Kenya, le président actuel Uhuru Kenyatta qui a officialisé, officiellement, j'allais dire annoncé samedi, qu'il soutenait son ancien rival Raila Odinga pour la présidentielle d'août prochain. C'est surprenant, Emmanuel Vivien Tomi? Non, ce n'est pas du tout une surprise parce que depuis 2018, le schéma se dessinait déjà. Vous savez, souvent, entre ces acteurs politiques, il y a des accords secrets. Et il y a des accords publics aussi. Donc, en se serrant la main en 2018, Kenyatta et puis Odinga s'étaient entendus sur une chose, c'est que le retour de l'ascenseur, comme le terme a été utilisé au Togo, quand même ça n'a pas été respecté. En fait, le président du Kenya actuellement a compris qu'il fallait, d'abord pour l'apaisement dans le pays, discuter franchement et seul à seul avec Odinga, son éternel opposant. Notez que Odinga était à 5 élections au moins, donc il n'a jamais réussi, mais il continue. Et la dernière fois, et avec la violence qui a suivi, il fallait quand même que les deux hommes se parlent. Ils se sont parlé en 2018, ils se sont entendus. Donc, le chef de l'État du Kenya est obligé de respecter sa parole. Quoique, comme le soulignait Valentin, ça aura des répercussions effectivement sur l'avenir politique de son parti. Mais en réalité, ça va consolider la paix au Kenya. Et vous savez que le Kenya est un pays qui veut se faire remarquer par sa pratique démocratique. Un pays dans lequel, vous l'avez rappelé tout à l'heure, où la Cour suprême, contre toute entente, fait une sortie et puis prend une décision, une grande première sur le continent africain. Et j'ai apprécié aussi le fait que M. Kenyatta n'a pas voulu remplir encore pour un autre mandat. C'est ça, c'est déjà à encourager. Voilà. Maintenant, quant aux jeunes, plus ou moins, William Ruto, je pense que son tour viendra aussi, parce que Odinga a fait quand même au moins 5 matchs avant d'avoir la chance aujourd'hui d'avoir un peu un boulevard ouvert. Mais attention, il ne faut pas se tromper, c'est une coalition de 20 partis politiques. Et la coalition s'est entendue sur des principes. On ne sait jamais. En Afrique, il y a des liens qui se dénouent très vite à cause de certains calculs politiciens. On espère que cette coalition va tenir jusqu'au bout. Ce qui est bon aussi, c'est que le Kenya aura une sorte d'alternance pacifique, hein, parce que une vraie alternance. Maintenant, est-ce que c'est déjà gagné? Oui, presque à 65%, mais il y a quand même du travail à faire sur le terrain. Heureusement que Odinga est très très expérimenté, c'est un vieux politicien, c'est quelqu'un qui a essayé, comparativement aux autres opposants africains, de faire des programmes politiques. Il a proposé des choses au Kenya. Quand même, on sait comment les élections se passent et puis comment les institutions gèrent effectivement l'après-élection. Aujourd'hui, est-ce que c'est un modèle? Non, c'est un début, parce que dans un pays comme le Togo, il y avait eu aussi une grande entente entre les deux fils des deux présidents du pays, parce que notez que là-bas aussi Odinga et puis Kenyatta sont également des enfants des deux dirigeants du pays. Donc je pense que petit à petit en Afrique on essaie de faire taire un peu l'adversité, je ne sais pas comment on peut qualifier cela, mais on essaie de mettre un peu de diplomatie dans la politique. En réalité, pour pouvoir prendre le pouvoir un jour, il ne faut pas croire que c'est en étant violent ou en restant vindicatif ou en attaquant celui qui est au pouvoir, en refusant de l'approcher qu'on peut avoir le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, c'est ce que M. Odinga a compris, c'est ce que
Paul Mbabessol avait compris, c'est ce que M. Jikris Olympio avait compris. Si vous voulez avoir le pouvoir, il faut approcher ceux qui sont au pouvoir, discuter avec eux concrètement, parler des problèmes du pays, leur faire des propositions. Si nous faisons comme ça, c'est pas mieux, je pense que c'est important. Mais si vous restez à crier sur les médias, à sortir, à faire des meetings juste pour appeler à la désobéissance civile et à poser des actes qui n'en valent pas la peine, je pense que ça ne fait pas avancer votre cause, la cause de la démocratie et peut-être aussi la cause d'une partie du peuple, pour ne pas dire le peuple. Parce que ceux qui sont au pouvoir aussi émanent du peuple et ceux qui sont de l'opposition émanent également du peuple. Alors, Justin, qu'est-ce qu'on peut reprocher à William Ruto toutes ces années? Les gens disent qu'il a mené un travail sur le terrain, un véritable travail, se voulant le représentant des débrouillards. En face, comme on l'a dit tout à l'heure, on a les gens qui représentent une dynastie donnée. Oui, non, il faut dire que est-ce qu'il a fait quelque chose de grave pour être écarté dans ce sens? Non, mais la réalité c'est que c'est, comme vient de le relever encore Vivien, les poids lourds ou bien les acteurs les plus pertinents à un moment donné ont tracé une voie sûre. Maintenant, William Ruto serait un peu victime de cet accord, de ce deal. Et nous estimons quand même qu'à ce jour, rien n'est encore joué, même si Raila Odinga, avec toute son expérience, son 17 ans, il pense qu'il a fait beaucoup. Il a même fait plusieurs fois la prison. Ouais. Entre 1980 et 1990, il a fait au moins 3 fois la prison. 5 fois candidat. 5 fois, oui, il a été plusieurs fois. Il a été élu à plusieurs reprises dans ces circonscriptions en tant que député ou bien en tant qu'élu local dans cette circonscription. Il a toujours aussi travaillé avec, il a été premier ministre à un moment donné de la crise, et il a été ministre de l'énergie et des équipements. Donc c'est un ingénieur de formation après tout, il a une longue expérience. Il a aussi compris qu'à un moment donné aussi, il fallait travailler avec l'autre côté, contrairement aux adversaires, aux politiciens ou bien aux opposants dans certains pays, notamment les pays francophones, où on refuse systématiquement de travailler. Mais on se rend aussi compte que certains qui tentent quand même de travailler avec les partis au pouvoir ont été déçus, ont été roulés dans la farine, comme disait Robert Gueye à un moment donné. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe avec William Ruto, nous disons tout simplement que c'est vrai que Uhuru Kenyatta a décidé officiellement avec son parti, une partie, comme il le dit. Tout le monde n'est pas forcément dans cette ligne droite, mais décidément, les cadres de ce parti rallient la décision de Uhuru Kenyatta. Ouais. Mais je pense que si, comme il le dit, nous sommes à 5 mois pratiquement de l'élection. C'est à lui de travailler dur. Il doit travailler dur, ratisser l'âge. Éventuellement, peut-être qu'à la surprise, il peut être élu. Maintenant, Raila Odinga aussi ne doit pas dormir sur le riz, comme il a dit. Il a intérêt aussi à travailler, et à travailler sérieusement. Mais je pense que le plus dur pour Ruto, je pense que si, par extraordinaire, par d'aventure, il perdait cette élection, je pense que les prochaines années, il serait aussi l'un des favoris sur la scène politique au Kenyatta. Je pense que à son niveau, 53 ans, il n'est pas aussi très jeune. Il rentre déjà dans la cour des grands, comme on le dit. Mais 53 ans, on est toujours jeune. 53 ans, on est jeune. Mais je pense qu'il a de l'avenir. Hein. Il a de l'avenir. Il a de l'avenir. C'est parce qu'à un moment donné, on a dû faire des accords. Il faut les respecter. Maintenant, comme on l'a dit, le plus dur, c'est de voir après l'élection éventuelle de Raila Odinga, comment on stabilise aussi le pays. Le Kenya se veut aussi un pays démocratique parce qu'ils ont une longue expérience démocratique, même si à un moment donné les institutions dans ce pays n'ont pas été aussi comme on le souhaitait en termes de transparence. Autant d'Anel Arap Moi ou bien Jomo Kenyatta, ce n'était pas aussi évident. Les jeux n'étaient pas aussi très ouverts. On faisait en sorte que ceux qui étaient là au pouvoir gagnent toujours. Maintenant qu'il y a cette ouverture, nous estimons que... Généralement, en Afrique, ceux qui sont au pouvoir
mettent quand même la chance de leur côté lors des élections. Et l'opposition devrait prendre des dispositions, parce que si vous savez que les mêmes causes produisent les mêmes effets, ben, il faut prendre des dispositions un peu plus avant. Ce n'est pas, vous voyez, comme le cas du Togo, ce n'est pas à 2 ou 3 mois des élections qu'il faut préparer les élections. Les élections, ça se prépare 5 ans au moins. Si on veut parler d'une élection présidentielle, par exemple, à la fin de cette élection, vous devez préparer l'autre élection en même temps. Le cycle reprend. Ouais, comme Mayaba, on va quitter Nairobi pour aller à Libreville à l'occasion d'un meeting organisé samedi 12 mars dans la capitale pour célébrer le 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais au pouvoir. Ali Bongo Ondimba a annoncé qu'il sera candidat pour la présidentielle de 2023. Ça aussi, c'est un peu surprenant. On sait que le président candidat n'est plus en grande forme. Hein. Non, bon, en fait, ce que j'observe dans cette décision de Ali Bongo de briguer encore, je crois, un 3e mandat. Ouais. Alors, est-ce que la Constitution lui permet? Ça, oui, c'est la première question. Oui, ça, c'est la première question. Si la Constitution lui permet, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a découlé, par rapport à son état de santé, lui-même est sorti, il a affirmé très haut, qu'il s'est remis de ses difficultés de santé. Donc qu'il est en pleine forme et que les gens n'ont qu'à sortir, le peuple n'a qu'à sortir pour voter massivement pour lui. Je crois le combien là? En 2023. En 2023. Et donc ici, les cartes ou bien le chemin est balisé. Définitivement, c'est lancé. Ali Bongo serait candidat en 2023. Mais la grande question est là. Est-ce que ce n'est pas pour bluffer les gens par rapport à son fils, dont tout le monde connaît les temps? C'est son fils ou son frère? Bon, les gens disent fils. C'est fils, frère. Dans tous les cas, il a un fils ou un parent, dans tous les cas, son frère, qui est proche, que tout le monde connaît depuis un moment. C'est Valentin, non? Valentin Bongo? Non, ce n'est pas Valentin. Il a un nom, je ne sais pas, j'oublie un peu le nom. Oui. Mais qui, visiblement, les gens sont en train de penser que c'est lui, il est en train de préparer, mais protège, ou bien met déjà une couverture pour dire que c'est lui qui y va. Par rapport à son état de santé, tout le monde sait qu'avec le AVC qu'il a fait, il ne peut plus tenir. Mais aujourd'hui, il est sorti, dit que non, bon, qu'il s'est remis de tout et que ça va. La grande question aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que c'est vrai qu'à un moment donné, en Afrique, les gens doivent commencer à penser à comment il faut partir. Non, pas seulement partir. Ici, je ne dis pas partir. C'est que si la Constitution ne lui permettait pas, je ne pense pas qu'il aurait pensé modifier la Constitution pour se présenter. C'est vrai que la Constitution lui permet. Mais depuis un moment, vous avez vu comment le Gabon a été secoué. Pas secoué comme ça, mais les gens... Combien de temps Ali Bongo n'est pas resté? On dirait même entre-temps même que les gens pensaient que c'est son vice-président. Non, il n'y avait pas de vice-président, c'est l'autre là qui allait prendre le pouvoir. Puisqu'il a fait longtemps à l'extérieur par rapport à son état de santé. Les gens parlaient même de Sylvie Bongo, sa femme. Voilà. Donc tout ça là, aujourd'hui, je crois que l'homme est fatigué et qui aurait pu penser au sein de son parti, trouver quelqu'un qui soit beaucoup plus valide et continuer les travaux ou les activités du parti ou du pays. Donc ici, c'est sa décision, personne ne lui contraint. Et il appelle à tout le monde d'aller voter pour lui. Mais il faut retenir une chose, ce ne serait pas facile. Quand je dis ce ne serait pas facile, parce que l'opposition dans ce pays est pratiquement fragilisée. Même depuis là, Jean Ping ne dit rien, personne ne l'entend parler, on ne sait pas, personne ne connaît ses motivations. Mais l'opposition au Gabon, pratiquement, est inexistante. On a Alexandre Barrault, Champigny, Guy Nzomba. Il n'y a pratiquement pas cette opposition qui puisse concurrencer ou puisse inquiéter Ali Bongo. C'est en fait la difficulté, quoi. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire, mais on attend de voir qui pour changer Ali Bongo. La grande question est là, puisque au sein de son parti, les gens ont déjà accordé qu'il soit candidat et qu'il appelle à qu'on vote pour lui en 2023. Donc visiblement au Gabon, le pouvoir est pour les Bongo. Est-ce que le pouvoir est pour les Bongo? Non, les Bongo ont su garder le pouvoir. Si on prend le père qui est président de 1969
à 2009, il a su vraiment poser les jalons, il a su s'enraciner, il a su placer un système qui lui permette, même après lui, de pouvoir toujours avoir les mains sur le pouvoir et de gérer le pouvoir. Aujourd'hui, l'annonce de la candidature de M. Bongo Ali pour la présidentielle de 2023 au Gabon, ça, est-ce que c'est une surprise? Peut-être pour certains. Maintenant, concrètement, oui, concrètement, mais vous savez que le gars, il a refusé de démissionner. Malgré tout, quand même, ça n'allait pas. Quand il était au lit, même, il a refusé de démissionner. Il a passé des mois au lit, et ben, il a gardé le pouvoir. Aujourd'hui, c'est stratégique. Vous savez que généralement, les présidents en exercice n'annoncent pas vite leur candidature. C'est plutôt les opposants qui se pressent d'annoncer leur candidature. Les présidents, en général, annoncent leur candidature pratiquement au dernier moment. Maintenant, voilà. Maintenant, si un président en exercice annonce très vite sa candidature, c'est qu'il y a des tractations qui sont en cours. Soit il y a au sein du parti qui a fêté son anniversaire dernièrement, il y a peut-être des velléités, il y a des gens qui veulent peut-être lever la tête. Donc, on leur dit en même temps, le patron est candidat. Si on dit le patron est candidat, vous devez vous taire. Première chose. Secondo, on est en train de préparer un dauphin. Alors, il faut prendre le temps de lui montrer vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre le pouvoir. Et bon, voilà, le contraire de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est son frère? C'est possible. C'est possible. Et puis, en tout cas, ce n'est pas exclu. Hein. Vous savez, ce n'est pas parce que ton papa a été président que tu n'as pas le droit d'être candidat. Ce n'est pas que ton frère est président que tu n'as pas le droit. Donc, il ne faut pas aussi qu'on confonde ça en Afrique. Maintenant, est-ce que M. Bongo est en bonne santé? Oui, il dit qu'il est en bonne santé. C'est lui qui dit. Et certains humoristes disent qu'il sera le candidat de tous les handicapés. Bon, plus sérieux, en fait, la loi du Gabon n'a pas interdit qu'on soit malade, hein, quand même, quand on occupe des postes de cette grandeur. La loi autorise quand même qu'on soit malade, qu'on soit convalescent. Et maintenant, c'est à la personne de dire « je suis fatigué, je ne me sens pas bien », ou bien c'est au médecin de dire « bon, on constate qu'il n'a plus ses facultés mentales, alors il ne peut pas exercer ». Pour le moment, il n'y a rien de cela. Donc, M. Bongo peut être candidat. Maintenant, est-ce que les Gabonais vont voter pour lui? Oui, mais comme ça se passe. Ceux qui sont au pouvoir, sachant très bien que, bon, peut-être, vous savez, pour les Bongo qui ont fait quand même longtemps au pouvoir, ben, ils vont mettre les moyens. Tout le contraire de l'opposition en Afrique. L'opposition n'arrive pas à faire un bon budget pour les élections, surtout présidentielles. On ne peut pas concurrencer quelqu'un qui utilise des milliards au moment où vous utilisez des millions. La campagne électorale, c'est une question d'argent. Vous avez l'argent, vous pouvez faire la campagne, vous n'en avez pas, vous allez vous reposer. Prenez le cas du Togo. La loi de 1992 disait déjà qu'aucun candidat à la présidentielle ne doit dépasser la somme de 500 millions pour sa campagne. Ce qui veut dire qu'en 1992 déjà, le législateur savait que pour faire la campagne au Togo, il fallait au moins 500 millions. Maintenant, quand il y a des candidats à la présidentielle qui attendent que l'État donne son appui d'abord, avant de pouvoir régler l'imprimerie, avant de pouvoir faire la campagne, il y a problème. Pour faire une campagne présidentielle et gagner, il faut mettre les moyens, c'est-à-dire des milliards. Parce que quand la loi de 92 dit 500 millions, ça veut dire que nous sommes en 2022. Aujourd'hui, il faut quand même multiplier par un nombre de pourcentages donnés. Donc aujourd'hui, M. Bongo a les moyens de faire la campagne et a les moyens de convaincre les Gabonais à voter encore pour lui. Maintenant, c'est quand même dans les urnes qu'on saura si les citoyens, bon, s'ils n'ont pas été, entre guillemets, menacés par le fétichisme africain, parce que vous connaissez aussi cette tendance-là. En Afrique, on dit certains pouvoirs arrivent à menacer en disant si vous prenez mon argent, vous ne votez pas pour moi. Mais c'est les fétiches qui vont régler votre affaire. Aujourd'hui, il faut que l'opposition du Gabon puisse lever la tête réellement et puisse chercher les moyens, avoir les moyens, pourquoi pas s'unir pour pouvoir battre M. Bongo dans les urnes si
jamais il se présentait réellement. Pour le moment, ça pourrait être une stratégie, mais on verra bien. Justin, est-ce que vous voyez l'opposition là se réunir pour faire face au président sortant qui a les moyens, comme Emmanuel Vivien Tomi l'a dit tout à l'heure? Oui, moi je ne partage pas entièrement l'analyse, mais c'est pour dire que... C'est ce qui rend intéressant. Oui, je ne partage pas entièrement l'analyse. C'est vrai que sur le plan du roi, Ali Bongo peut se représenter. Maintenant, la question fondamentale qui se pose, c'est de voir est-ce que le président Ali Bongo, qui est malade depuis pratiquement 3 ans, est-ce qu'il a les aptitudes, les capacités nécessaires pour diriger le pays? Il dit là les aptitudes. Il est là. Non, c'est lui qui le dit. Et puis, la Cour constitutionnelle n'a pas encore constaté qu'il y a un problème. Quelques semaines où certains acteurs ont demandé à ce que quand il y ait un certificat médical qui démontre, qui prouve qu'effectivement, à suffisance, qu'il a les aptitudes nécessaires. Maintenant, laisse à savoir. Mais ce n'est pas légal, puisque la loi ne le dit pas. La loi dit, avant d'être candidat à la présidentielle, tu dois donner ton certificat médical, mais pas pendant l'exercice de ton mandat. Non. Si c'est l'exercice de ton mandat, il faut qu'il y ait vraiment un incident. Il faut saisir la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas seulement aller sur les médias et dire il faut que ça n'a pas d'effet. Oui, mais l'autre aspect qui a lieu de relever, c'est qu'au niveau de par rapport à la classe politique, je pense que la classe politique, bien l'opposition gabonaise, a toujours montré sa solidarité. En 2009, nous avons vu comment ils s'étaient organisés pour battre Ali Bongo. En 2016, oui, je pense que tout le monde, tous les observateurs avisés savent que Jean-Ping avait gagné les élections. Maintenant, le vrai aurait gagné, parce que aurait gagné, mais nous, on n'est pas gabonais et puis on n'est pas de la Cour constitutionnelle du Gabon. Oui, il aurait gagné les élections, parce que la réalité, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons des institutions du Gabon. Est-ce que les institutions sont assez crédibles pour organiser des élections transparentes et laisser faire gagner celui qui gagne les élections? Ça, le vrai problème se pose à ce niveau. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, Ali Bongo, ce n'est plus aujourd'hui, quoi qu'on dise, en Afrique, au Gabon, ou dans les autres pays en Afrique, on sait que l'argent lunaire, c'est le moteur même de tout. Mais la réalité, en 2000, lorsqu'il s'était opposé face à Jean-Ping, nous avons vu comment est-ce que lors du dépouillement, il restait seulement que une circonscription. Surtout dans le Haut-Togo, où lorsqu'on a fait les décomptes, ça dépassait même le nombre d'inscrits. Cela montre tout simplement que quelque part Ali Bongo n'avait pas gagné les élections et que c'est Jean-Ping qui avait gagné les élections. Maintenant, moi je m'interroge sur la capacité de ces institutions à dire le droit, à faire en sorte que la vérité des urnes se pose. À ce niveau, on peut faire tous les débats. Il peut même, comme en Algérie, Bouteflika fait pratiquement une dizaine d'années dans le fauteuil roulant. Et c'est grâce à cause des manifestations publiques qu'il a été obligé de démissionner. Ali Bongo pourra aller à ces élections et les gagner par la faute, comme il a toujours fait lors des dernières élections. Donc aujourd'hui, s'il y a lieu, je pense que la classe politique l'unité de la classe politique ne fera rien si on ne déverrouille pas les institutions de la République. Tant que les institutions de la République en République du Gabon sont à la solde du régime, et c'est vrai, lorsqu'on organise des élections, chacun fait des choses en sorte qu'on puisse gagner les élections. Chaque fois qu'on n'aura pas pu déverrouiller ces institutions de la République, ce n'est pas aussi évident que les opposants aspirent véritablement à ce changement. Ce qu'il dit est aussi intéressant, hein. On peut se regrouper, on peut tout faire, mais quand on a cette machine en face, et surtout qui a presque, comme il a dit, toutes les institutions de la République, c'est on ne peut plus difficile d'aller gagner les élections. Non, je suis d'accord avec lui, parce qu'aujourd'hui, Vivien l'a dit tantôt, quand ceux qui sont au pouvoir ont tous les moyens pour gagner les élections, vous savez, parce que quand on parle d'argent, vous savez que la plupart des pays africains qui organisent des élections, les gens ne votent pas les programmes. Les gens, en fait, il faut qu'on dise la vérité, les gens ne votent pas les programmes. C'est parce que j'ai les moyens que j'organise des élections, je les gagne. Il y a le problème des institutions qui se posent là-bas, il y a le problème de corruption qui est là-bas, il y a toute une mascarade de situations qui se passent lors de ces élections. Quand vous prenez par exemple, dans ce pays où on organise des élections, on dit que c'est
Ali Bongo, lui, enfin pas Ali Bongo, et Omar Bongo qui est parti, et c'est son fils qui est venu. Actuellement, je crois que c'est un régime qui est bien assis, et c'est difficile pour qu'on puisse déverrouiller ce système-là, afin que quelqu'un d'autre puisse venir encore exercer. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'avec l'annonce de Ali Bongo aujourd'hui, moi je vois que les gens vont, par exemple, c'est quoi? Les gens sont en train de demander, par exemple, à ce que son certificat médical puisse être approuvé, est-ce qu'il est en bonne santé pour gouverner et tout ça là. Pourquoi ces interrogations? C'est parce que quelque part, les gens pensent que Ali Bongo n'est pas valide pour apte pour pouvoir gouverner. Maintenant, quand il s'agit de gouverner et que quelqu'un dit, les institutions aujourd'hui, ça dit que la Cour constitutionnelle, ça dit que toutes les institutions lui permettent de se présenter à cette élection-là. Donc, c'est sa volonté. Lui, c'est sa volonté seule qui peut quand même dénouer tout ce que les gens en sont en train de dire. C'est pourquoi, dans un premier temps, moi, je ne vois pas le programme où, s'il y avait vraiment une organisation qui soit une organisation telle que nous le savons, nous le connaissons, qui puisse quand même ne souffrir d'aucune contestation, je crois que la candidature d'Ali Bongo, il va quand même annoncer sa candidature, mais si les gens veulent réellement qu'il y ait un changement, qu'il y ait de l'alternance et qu'on puisse mettre les moyens. Si les gens véritablement pensaient que non, il ne faut pas jouer sur l'argent. C'est vrai que l'argent fait tout, mais à un moment donné, si vous voulez de l'alternance, je pense qu'aucune opposition ne viendra au pouvoir. Parce que, quoi qu'on dise, l'opposition n'a pas les moyens. Quoi qu'on dise, l'opposition n'a pas les moyens. Mais ceux qui sont au pouvoir ont les moyens. S'il faut parler des moyens et oublier les programmes de côté. Et une chose, il faut relever un aspect aussi. Parce que celui qui est au pouvoir a déjà les moyens de l'État. Non, pas les moyens de l'État. C'est-à-dire qu'il a déjà le truc de campagne. C'est-à-dire que comment appelle-t-on? Ce qu'il faut pour les arguments, voilà, pour convaincre, parce que sous lui, il y a tel qui a été fait. C'est des arguments de campagne. Maintenant, vous qui n'avez jamais essayé, c'est un peu difficile. Attaquez le programme. Voilà, souvent. Vous attaquez le programme. Non, moi, je suis dans une logique que les gens cessent de penser qu'on puisse évoluer vers d'autres pays. Qu'on ne dise pas que non, parce que je n'ai pas les moyens, que je ne vais pas arriver au pouvoir. Non. Il faut, à un moment donné, que les gens pensent que j'ai cette capacité de gouverner. Quand je serai au pouvoir, je peux le faire. Puisque les moyens, ce n'est pas que quelqu'un est venu avec les moyens. C'est lorsque tu es au pouvoir que tu as les moyens, à ce que je sache. Non, pas forcément. Oui, bon, c'est vrai que... C'est pourquoi nous disons que ceux qui sont au pouvoir ont les moyens. Oui, parce que... Pourquoi? Parce qu'il y a des opposants aussi qui sont très riches. Il y a des opposants qui sont venus... Oui, il y a des opposants qui sont riches. Il y a des opposants qui sont venus au pouvoir pour s'appauvrir. Non, la richesse, il y en a aussi. C'est différent. Oui, maintenant ici, c'est ce que je dis justement, c'est une question de parti politique. Voilà, si votre parti politique veut qu'il y ait alternance dans le pays, il faudrait mettre les moyens, les ressources humaines, il faudrait mettre les ressources financières, il faudra sensibiliser, il faudra un programme réel de gouvernement, un programme politique. Il faut sensibiliser la population. Justement, si vous n'arrivez pas à convaincre, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Oui, quand vous on ne peut pas dire que... Ce débat est passionnant. On va juste marquer la pause pour le journal. Et on revient avec vous, comme Valentin Mayaba, Emmanuel Vivien Tomi et Justin pour la suite. Justin Badjalima.